Bonjour, bienvenue dans Point de vue et bienvenue à Lou Bureau, notre confrère. Sa libération a été annoncée cet après-midi. Il était détenu depuis le 1er août en Turquie pour avoir pris des photos, bref, pour avoir fait son travail de reporter. On espère le revoir très vite. Au programme ce soir, faut-il avoir peur? Avez-vous peur? Avez-vous peur des missiles de Kim Jong-un, des explosions dans le métro de Londres, des agressions contre les militaires de Sentinelle? On vous pose la question. Votre réponse sur les forums du Figaro et aussi sur Facebook. Et bonjour à vous qui nous suivez sur tous ces supports. On reparlera ensuite de Jean-Luc Mélenchon et de la guerre à gauche de la gauche. Absent de la fête de l'UMA, il s'est confié à Marianne. On demandera au directeur délégué de la rédaction ce qu'il a déclaré, ce qu'il attaque, ce qu'il défend, à l'heure où 68% des Français pensent que la mobilisation de cette semaine contre la loi travail est un échec. Révélation du sondage Le Figaro France Info réalisé par Odoxa Edensou. Sa directrice est avec nous pour le commenter. Et pour commenter aussi les embarras de la droite autour de la PMA. On parlera aussi de la journée du patrimoine. Plein de choses belles à voir assurément. Mais justement, est-ce que les Français ont les moyens de les entretenir? Bonjour à Florence, bonjour à Dominique et Martine qui nous rejoignent sur le forum du Figaro. Donnez votre avis, posez vos questions et interpellez nos invités. Laurence de Charette, bonjour, bienvenue sur le plateau de Figaro Live pour cette première. Vous êtes éditorialiste au Figaro et directrice de la rédaction du Figaro.fr. Éric Decouty, on a parlé de vous, vous êtes directeur délégué de Marianne qui publie cette semaine ce grand interview de Jean-Luc Mélenchon répond à Emmanuel Macron. Véronique Reif-Soult, bonjour. Bonjour. Directrice de Dentsu Consulting. On va scruter avec vous l'opinion à travers tous les sujets qui vont être abordés au long de cette émission. Eugénie Bassier, journaliste aux pages débat et opinion du Figaro et au Figaro Vox. Et on ne le rappellera jamais assez, auteur du livre Manifeste. Adieu mademoiselle, et bonjour l'angoisse, en tout cas à Kamaishi, au nord du Japon ce matin, ainsi qu'à Tokyo, quand on retentit ces bruits. Alors en cause, un nouveau tir de missile par la Corée du Nord, un missile balistique de portée intermédiaire. Il aurait pu, dit-on, atteindre l'île de Guam et sa base militaire américaine. 10 heures plus tard, explosion dans le métro de Londres, un acte terroriste, disent les autorités. Là, il n'y a que des blessés, il n'y a pas de morts, 22 blessés. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui est le plus dangereux, selon vous, Éric Decouty? Deux choses. D'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est un principe de vie. En tous les cas, c'est le mien. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur a priori. Ensuite, tant qu'à avoir peur, est-ce qu'avoir peur de la crise de l'infarctus ou du cancer? Je ne vois pas la proximité. Les deux sont effrayants. Voilà, les deux sont effrayants. Il y a une proximité avec le terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme nous touche dans notre vie quotidienne. Mais vous pensez vraiment que Kim Jong-un va tirer un missile nucléaire? Vous savez, sans parodie audière, c'était pas les dingues, mais avec les dingues, tout est possible. Et je pense qu'on est face à un personnage irrationnel. Je pense qu'il je pense qu'il y a une part d'irrationalité, oui. Je pense qu'il y a un côté fol amour chez cet individu, qu'aujourd'hui, il peut être prêt à tout, oui, je pense qu'il peut être prêt à tout. Eugénie Bassier? Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut avoir peur, que la peur, c'est bon d'avoir peur. C'est très mauvaise conseil. Parce que, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a raison d'avoir peur d'un dingue qui a la bombe atomique. Et c'est vrai. Vous pensez, donc vous êtes d'accord? Non, mais on a raison d'avoir peur. Éric Decouty, il est dingue, vous pensez? Non, je ne pense pas qu'il soit dingue, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, on a raison d'avoir peur que la Corée du Nord possède la bombe nucléaire. Et d'ailleurs, c'est l'humanité a les moyens de sa propre autodestruction depuis que la bombe atomique a été inventée. Et c'est vrai que ça fait peur. Et d'ailleurs, le philosophe allemand Ancionas avait écrit un livre qui s'appelle Le principe responsabilité, dans lequel il développait l'idée d'une herméneutique de la peur. Il disait que l'humanité ne devait plus être justement confiante, optimiste, en disant voilà, tout va aller bien. L'idée du progrès libéral était complètement obsolète et que maintenant, on devait en effet avoir une humanité qui doit avoir peur et que la peur est très bonne conseillère. On peut ne pas être optimiste
sans avoir peur. Mais la peur est bonne conseillère. Avoir peur, c'est un réflexe humain pour se protéger. La question, c'est quel type de peur ça engage. Est-ce que c'est une peur qui se transforme en lâcheté ou en fuite, ou est-ce que c'est une peur qui, justement, est de bon conseil? Laurence de Charette. Dans tous les cas, je crois que peur ou pas peur, il ne faut pas être paralysé. Mais bon, la question que vous posiez, c'est finalement, est-ce qu'il est fou ? Je ne suis pas si convaincue que ça, et parce que finalement, alors il n'a pas tout à fait les mêmes codes que nous, il est un personnage assez atypique, c'est le moins qu'on peut dire, mais à la fois, il s'exprime avec des bombes, certes, mais il dit des choses assez claires avec ces bombes. Cette nuit, par exemple, il nous a dit vos sanctions, ça ne m'arrêtera pas. Et deuxièmement, messieurs les Américains, je n'ai pas visé Guam, mais je pourrais. Donc finalement, il parle assez clairement. Donc il est rationnel, vous n'êtes pas d'accord avec le Pouty? Je crois qu'il est relativement rationnel, en tout cas il a un comportement qui est compréhensible et qui est parfois prévisible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux, hein, ce sont deux choses différentes. Après vous compariez, alors de quoi faut-il avoir le plus peur? Finalement, je ne suis pas sûre que ce soit dans le même registre parce que Kim Jong-un n'est pas dans une guerre de civilisation, on ne s'inscrit pas dans la même logique. Voilà. Et dans tous les cas, ce que montrent ces deux situations, c'est la faiblesse des démocraties et leur difficulté à agir. D'accord. C'est là où on rejoint la peur. Mais justement, quand vous dites qu'il ne faut pas être dans une guerre de civilisation, c'est que vous établissez quand même une différence entre les deux. Non, qu'on n'est pas, du coup. Lui, on n'est pas dans lui n'est pas dans une guerre de civilisation. Donc, a priori, si je vous suis, si je vais au bout de votre logique, il faut pas... On n'a pas tellement de raison d'avoir peur de Kim Jong-un, par contre d'avoir raison d'avoir peur d'une guerre de civilisation. Oui, on aurait tort de ne pas avoir peur d'une bombe nucléaire, mais enfin, de ne pas agir dans les deux cas, on aurait tort de ne pas avoir peur. Mais il est vrai que la menace qui nous encercle chaque jour, c'est aujourd'hui Londres, aujourd'hui les militaires attaqués, etc. Notre quotidien est celui-là. Je ne pense pas qu'il va envoyer un missile sur la promenade des Anglais. La question, c'est... Ça serait compliqué techniquement. C'est moins la peur que celle de... Ce sont deux menaces différentes, mais ce sont deux menaces très réelles. Et la question, plutôt que d'avoir peur... Évidemment, oui. Les deux menaces sont des menaces distinctes. La question, et c'est une question politique, c'est pas une question, je veux dire, sentimentale de savoir si on a peur ou pas peur. C'est quelles sont les réponses politiques qu'on peut apporter, politique, voire militaire, voire qu'on peut apporter à ces deux menaces et qu'il faut apporter à ces deux menaces. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Alors c'est quoi la réponse militaire, par exemple, à Kim Jong-un? On a critiqué Donald Trump, justement, qui... Militaire ou diplomatique? Militaire ou diplomatique. Militaire ou diplomatique. C'est compliqué parce qu'on voit bien l'intérêt... Personne aujourd'hui, notamment la Chine, c'est une question qui ne concerne pas que les Occidentaux, loin de là. C'est une question qui est planétaire aussi. Il concerne, j'allais dire, presque d'abord les voisins de la Corée. Et il y a justement une réunion au Conseil de sécurité cet après-midi, justement pour étudier les réponses à la Corée du Nord. Mais on n'a pas l'impression que les réponses qui ont été faites, vous parliez des sanctions tout à l'heure, Laurence, sont des réponses efficaces. Non. Effectivement, ce qu'il souligne, c'est l'impuissance des démocraties face à une détermination que nous qualifions de folle. Et effectivement, c'est là où on peut refaire le parallélisme, c'est-à-dire que finalement, ce que les démocraties n'arrivent pas à combattre, elles le qualifient de fou. On parle des fous d'Allah et on a qualifié Kim Jong-un de fou. Mais parallèlement, on peut voir que malgré tout, par exemple, entre les États-Unis et la Corée du Nord, les relations diplomatiques ne sont pas interrompues et on peut encore espérer dans la diplomatie. Florence nous dit sur le Forum du Figaro qu'elle a peur des deux. Et Rachel demande qu'est-ce que le président de la Corée du Nord cherche exactement. Il cherche à être reconnu comme puissance nucléaire, tout simplement. C'est une assurance vie pour son régime. Et moi, je ne vois pas comment, d'ailleurs, les spécialistes le disent, ça paraît inéluctable de devoir le reconnaître. De reconnaître la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire. Donc c'est pas forcément pour utiliser ces armes nucléaires. C'est pas pour les utiliser, mais c'est pour donner une assurance vie au régime et pas finir comme Kadhafi ou Saddam Hussein, tout simplement. Et le seul moyen de protéger un régime dictatorial d'une agitation interne ou d'une révolution, c'est bien d'avoir la bombe nucléaire. La peur, elle remonte dans les réseaux, Véronique Reiss-Soult? Oui, je pense que les internautes reconnaissent le propos de Jenny, parce que pour eux, c'est important d'avoir peur, mais pas peur pour la peur pour se prémunir et faire attention. Après, la peur est le commencement de la sagesse. Voilà.
Et les internautes sont beaucoup plus sages qu'on l'imagine. Après, le sujet, il était... En tout cas, après, le sujet, il était aussi... Vous posiez la question de quoi ont-ils le plus peur. Alors après, c'est toujours pareil. Ce qui est proche de soi inquiète plus. Donc en fait, si on fait un parallèle entre le sujet de la Corée et le sujet du terrorisme, on parle 100 fois plus du terrorisme que de la Corée sur les réseaux sociaux. Et globalement, ils ont peur, ils disent que c'est effrayant, mais il y a un côté résigné, en disant de toute façon, maintenant, il faut vivre avec. Voilà, il y a une sorte de fatalisme, alors que la Corée, ils ont l'impression qu'on peut plus agir, que c'est peut-être plus simple d'agir, et comme ça leur semble plus loin, moins dangereux quelque part, parce que comme vous le disiez, il est quand même peu probable qu'un missile arrive sur Paris et qu'on entende ce que les Japonais ont malheureusement entendu ce matin. Donc du coup, ils en parlent un peu moins. Pourtant, voilà, il a démontré qu'il avait des capacités intercontinentales. En France, justement, puisque vous parliez du terrorisme, il y a l'opération Sentinelle. Elle a été remaniée hier lors d'un conseil de défense. Les mesures ont été annoncées à leur issue. On n'a pas tellement compris. Alors, ce matin, Florence Parly, la ministre des Armées, a essayé de réexpliquer. On l'écoute, c'était au micro de nos confrères d'Europe 1. Nous avons aujourd'hui 7 000 hommes qui peuvent être déployés jusqu'à 10 000 sur instruction du président de la République. Donc l'objectif n'était absolument pas de modifier le format de l'opération Sentinelle. Il n'y aura pas de militaires en plus ou en moins. Il n'y aura pas de militaires en moins. En revanche, ce que nous voulons, c'est faire mieux pour être plus efficace. Et comment ? Eh bien, en rendant ce dispositif plus flexible, plus mobile, moins anticipable. Et c'est très important parce que ce que nous voulons éviter, c'est que l'opération Sentinelle soit prévisible par avant. Vous y comprenez quelque chose ? Je suis content parce que je vois que Mme Parly existe, parce que j'avais l'impression que depuis 6 mois, il y a une preuve de vie, donc je suis rassuré parce qu'il y a eu succession de crises dans les armées et je n'avais pas vu la ministre de la Défense, donc je vois avec vos images, ministre des Armées, effectivement, ils ont changé d'appellation. Donc elle existe, je suis rassuré, il y a donc un ministre des Armées. J'ai l'impression que ce gouvernement ne mesure pas l'état des forces militaires. On a publié une succession de reportages de l'intérieur parce qu'il y a eu évidemment, c'est en une du Figaro aujourd'hui. Le coup de gueule, oui, écoutez, félicitations, parce que c'est un vrai sujet. On a publié aussi donc, des témoignages, au-delà de l'histoire du général de Villiers du 14 juillet dernier. Il y a eu son successeur qui a piqué un vrai coup de gueule, qui est passé relativement inaperçu, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Mais il y a un malaise très profond, il y a un malaise budgétaire, il y a un malaise dans les troupes. Et j'ai l'impression, quand j'entends ce discours de Mme Parly, il faudrait peut-être que je le réécoute, j'étais un peu obsédé par sa trace de vie évidente, je n'ai pas compris ce qu'elle disait. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas capables de parler, ni en termes financiers, puisqu'il y a des questions matérielles, ni en termes de rapport humain par rapport aux troupes françaises. Laurence de Charette. Malgré tout... Faites-vous l'avocate de Mme Parly. Oui, un petit peu. Non, en fait, le gouvernement, il y a quand même... position, elle est prise en étau, parce qu'on voit à la fois que, je crois qu'on en est à la 7e agression, on voit bien que malgré tout, il y a un message vis-à-vis des Français qui est quand même très difficile à faire passer. On ne peut pas leur dire, on ne fait rien. Donc, oui. S'il y a une variable à faire bouger, il me semble que ce n'est pas forcément... Alors c'est vrai que son discours, je pense, est incompréhensible parce que la position n'est pas très difficile à trancher, effectivement. Entre ne rien demander aux militaires et leur demander trop, il y a... On leur demande de plus en plus, on leur demande beaucoup sans cesse, encore plus, mais c'est vrai aussi pour les 3 ministères régaliens qui sont au cœur de la lutte contre le terrorisme, la justice, l'intérieur, c'est quand même assez insensé qu'on demande de plus en plus aux hommes et au matériel, mais surtout aux hommes, et qu'on constate qu'il y a des réductions budgétaires. Et en plus, c'est des gens, pour les gens de l'opération Sentinelle. Florence Parly l'a démenti ce matin. Oui, mais enfin bon, elle peut le démentir, mais enfin quand c'est le chef d'état-major qui le dit, qui est une fois et qui le répète et que son successeur le dit aussi, moi j'aurais plutôt tendance à faire confiance aux praticiens. Ce sont des gens qui risquent leur vie au quotidien, c'est tous les jours. Donc il y a quelque chose qui est du domaine du matériel, mais également de l'humain. On salue Audrey, Alex et Jessie qui nous rejoignent. Vous pouvez justement réagir sur cette question de l'efficacité de l'opération Sentinelle et des moyens qui sont alloués aux armées. Eugénie, je vous voyais trépigner. Non, je trépigne. J'avais fait un reportage justement il y a un an sur les militaires qui avaient le blues à cause du plan Sentinelle et qui avaient même, certains avaient lâché l'armée à cause de ça parce que ça ne correspondait pas du tout à ce pourquoi ils s'étaient engagés. Et il faut savoir que vraiment le plan Sentinelle change la nature du métier de militaire. C'est-à-dire qu'on passe d'un métier où il y avait à peu près au moins un tiers
de leur temps en OPEX normalement, avec un autre tiers réservé à la formation. Aujourd'hui, c'est complètement grignoté par le plan Sentinelle, donc ils partent beaucoup moins en opération et ils ont beaucoup moins de formation. Ce qui fait une armée de moins bonne qualité, moins bien formée, et en plus des militaires qui s'ennuient. Plus exposés, plus vulnérables. Parce qu'il faut savoir que le quotidien d'une mission Sentinelle, c'est vraiment un métier de vigile. C'est pas pour ça que les gens vont dans l'armée, s'engagent dans l'armée. Et ça en fait des espèces de cibles ambulantes. Donc évidemment, il y a eu énormément de critiques de la part d'experts sur ce plan Sentinelle et sa durabilité. Donc il fallait qu'il change. Il me semble que là, les mesures qui consistent notamment à en faire quelque chose de beaucoup plus mobile me paraissent aller de bon sens, sachant qu'il est quand même très compliqué de réduire le nombre de militaires dans un contexte de terrorisme, parce qu'évidemment, pourtant, Claude Guéant, hier, disait qu'il faudrait plutôt augmenter les heures supplémentaires des gendarmes et des policiers. C'est ça qui serait plus efficace. Oui, par exemple, mais les gendarmes et les policiers sont eux-mêmes assez débordés. C'est pas une de vache communicant, parce que c'est deux réalités qui sont particulières. Il y a évidemment un besoin d'argent et de moyens et d'hommes au ministère de l'Intérieur, chez les policiers et les gendarmes, c'est une réalité, mais c'est pas une compensation. Ou alors, ils ont imaginé des milices civiles, pas des milices civiles, mais comme le service civique, par exemple. Il faut former des personnes qui ne soient pas forcément entièrement des militaires, mais qui aient une formation un peu militaire, qui puissent patrouiller. C'était des propositions qui avaient été mises sur le tapis, qui seraient un peu des demi-militaires. Mais génial, en plus, puisque vous avez fait un reportage l'année dernière, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est des gens qui sont là quand vous parlez avec eux, quand on témoigne. C'est des gens qui sont. C'est le phénomène de cette semaine. C'est des gens dont on ne peut pas douter, au contraire, et bien évidemment de la loyauté, de leur dévouement, évidemment, ô combien, mais qui face à cette réalité-là, sont épuisés, sont à bout, et sont en situation, on parlait de peur tout à l'heure, là en l'occurrence la peur, on la sent dans les réseaux, cette lassitude. On la sent. Parce qu'on a vu quand même pas mal de colère sur Facebook. Beaucoup de colère, et puis surtout, comme vous le disiez, ils n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer. Donc les réseaux, ils peuvent les utiliser par leur tiers, enfin par leur famille pour s'exprimer, et on sent beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude. Il y a même des concours photos, comme vous le savez, qui circulent pour dénoncer l'état du matériel. Alors c'était plutôt dans les commissariats, mais cet été c'était un peu partout. Et donc ça participe à ce sentiment où la population sent bien qu'ils sont fatigués, en même temps ils ont besoin d'eux. Et donc beaucoup de messages toujours de soutien pour eux et d'incompréhension de cette situation avec un matériel qui est incompréhensible. Question provocatrice, est-ce qu'on n'a pas la même polémique avec Sentinelle qu'on a eu avec la police de proximité? Je ne voudrais pas qu'on lance un débat sur la police de proximité, mais au sens où on a pensé que les militaires pouvaient faire justement, c'est un petit peu du kaki pour rassurer, mais qui n'a pas vraiment d'efficacité. Un militaire ce matin, vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurence, a encore été agressé au couteau dans le métro. Est-ce que ce n'est pas le signe de l'inefficacité de cette opération? En tous les cas, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le Figaro, sur le Figaro.fr, et vous pouvez continuer à y répondre. Éric Descouty. C'est difficile parce que je crois que c'est Eugénie qui disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est difficile de remettre en question l'opération Sentinelle, la présence militaire dans les rues, parce que ça pose un problème politique et un problème encore une fois, on revient à cette idée de peur et de rassurance. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, si on supprimait l'opération Sentinelle telle qu'elle est, si demain il y a un attentat, ce serait une catastrophe. Donc après, c'est la mobilisation des moyens. Je crois que le parallèle avec la police de proximité n'est pas juste. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui soit comparable. Je crois que, d'une part, il y a des individus, ça a été dit aussi, qui sont militaires, des hommes et des femmes qui s'engagent dans l'armée, pas pour ça. Et que cette opération, elle a plus répondu à une dimension politique qu'une dimension militaire. Et puis, après, encore une fois, je suis désolé de revenir à ça, mais c'est des gens qui ont besoin de tourner, qui ont besoin de bouger. C'est qu'aujourd'hui, l'armée, comme la police, a besoin d'hommes et d'argent. Et encore une fois, ça pose la question, on a géré tout ça dans l'urgence, et ça pose la question du long terme, de la structuration et de la politique générale de sécurité. Bien sûr. Est-ce que ces soldats font partie du plan Vigipirate, demande Rachel? Non, c'est le plan Vigipirate qui a été transformé en plan Sentinelle en état d'urgence. Donc il n'y a plus à proprement parler, je parle sous votre contrôle, de plan Vigipirate. Il n'y a pas de plan. Il y a un plan Vigipirate. En tout cas, il y a un plan Sentinelle et des forces de l'ordre qui sont déployées à la Courneuve pour protéger la fête de l'humanité. Donc c'est là qu'on va aller. Je sais, ça fait rire le Figaro qui parle de la fête de l'UMA, mais ça fait moins rire. Jean-Luc Mélenchon qui a snobé cette année la fête, et d'avoir snobé cette fête, ça fait pas rire non plus Yann Brossa, adjoint communiste de Anne Hidalgo, qui était l'invité du talk et de Mathilde Siro à midi sur Figaro Live. On les écoute. Jean-Luc Mélenchon a son propre agenda, son agenda personnel, mais je crois aussi que beaucoup de responsables de la France Insoumise, notamment de députés de la France Insoumise, seront présents, parce que personne à gauche ne peut faire une croix sur un aussi grand rassemblement que la fête de l'UMA.
Oui, mais pourtant Jean-Luc Mélenchon l'a fait. Eh oui. La croix. Et apparemment, il ne le regrette pas. En tout cas, il ne nous l'a pas dit dans Marianne. Ah non, il ne le regrette pas du tout. Il est au-dessus de tout ça, Jean-Luc Mélenchon. Il est au-dessus, il est au-delà. Elle est passionnante, l'interview que nous publions cette semaine, que Renaud Dely et Marc Andevelde ont recueilli assez longuement. C'est une interview qui est longue. C'est vrai qu'elle est longue. On peut ne pas, évidemment, partager les points de vue et les analyses de Jean-Luc Mélenchon, mais on lui a donné l'occasion et le temps de s'exprimer. Et on voit qu'il y a une vraie logique, une vraie stratégie. On s'en doutait, on le savait, mais il y a quelque chose d'assez charpenté dans son explication. Et vous voulez, allez-y. On va y revenir. Je voudrais qu'on regarde quand même cette autre déclaration de Jean-Luc Mélenchon cette semaine. C'était dans la Provence. Et cette fois-ci, il visait Benoît Hamon. Benoît Hamon n'a pas été capable de prendre la décision qu'il fallait prendre, c'est-à-dire se retirer lors de la course à la présidentielle. S'il s'était retiré, il serait aujourd'hui Premier ministre et moi, Président de la République. Franchement, vous y croyez ? Alors, il est intéressant, Mélenchon, parce qu'effectivement, comme dit Éric, il est au-dessus, il se situe très au-dessus. D'ailleurs, il se situe en face à face avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il a dit « je suis l'opposition ». Et effectivement, il est l'opposition, il est le président. La frontière a l'air assez ténue dans son esprit. Et ce face-à-face est intéressant parce qu'il se fait avec la complexité d'Emmanuel Macron qui a un intérêt dans ce face-à-face, puisque... Et Mélenchon aussi, c'est les meilleurs ennemis. D'après ce qu'il dit dans l'interview. Oui, mais alors, c'est plus que les meilleurs ennemis. Je pense qu'en fait, c'est un couple qui peut durer, mais c'est un couple qui se fait du mal, puisqu'en fait, Macron se dit, ce Mélenchon, il n'est pas crédible, et il est excessif. Et Mélenchon se dit Macron n'a rien compris, d'ailleurs ils le disent l'un et l'autre, ils se répondent dans l'interview, l'un dit Macron n'a rien compris et Macron dit Mélenchon n'a pas de programme pour les déshérités. Et d'ailleurs vous dites, Jean-Luc Mélenchon répond à Emmanuel Macron. Ah oui. Oui, c'est très, voilà, le paradis des formes oui. est très amusant et malgré tout ce couple se fait du mal parce que l'un fait un travail de sape qui peut être assez productif. Mélenchon a très bien compris que la loi travail c'était pas gagné, mais que par contre il allait essayer de fédérer un tas de mécontentements. Mais inversement, Mélenchon peut se Marine Le Peniser, c'est-à-dire perdre toute stature présidentielle dans des excès verbaux qui le menacent. Si on lit bien l'interview, d'ailleurs il le dit, ça vous avez raison de souligner ça, parce qu'il est dans une logique qui revient un peu à celle de la campagne présidentielle d'apaisement. D'ailleurs, encore une fois, on revient sur la peur, ça pourrait presque être la thématique de la soirée, parce qu'il parle lui-même de sa peur, qu'il a peur, et on sent, il y a eu toutes les critiques contre les journalistes. Quand on lui demande ce Mélenchon bashing, ça vous plaît, il dit non, c'est très pénible. Mais avant, il dit quand même, la haine des médias me donne toujours une chance. Oui, mais tout au long de l'interview, vous sentez qu'il y a une volonté d'apaisement. Oui, mais ça rappelle surtout il a gagné beaucoup durant sa campagne en changeant son image. On le sait tous, entre l'image du candidat de 2007 et celui de 2012 et de 2017, c'était radicalement différent. Et puis il y a eu au lendemain de la présidentielle, avec ses 600 000 voix, dont on sent bien encore qu'il s'est pas passé. Oui. Il finit quatrième, pour lui, il était deuxième et qu'il devait gagner. Donc ça n'est toujours pas passé. Et donc il y a eu une espèce de ton qui s'est fait plus brutal, la critique contre les journalistes, et là l'apaisement. Je voudrais quand même, l'apaisement dans vos colonnes, mais pas forcément dans les colonnes de la Provence. Si vous me permettez, Laurence, je voudrais qu'on revoie cette autre déclaration qu'il fait à propos du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est aujourd'hui le seul zoo de France où les animaux se gardent entre eux. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est la réplique de François Calfon. Je vous propose d'écouter. Jean-Luc, est-ce que la mouche du coche ou l'abeille qui pique a la place dans ce zoo gardé par les animaux? C'est une formule, une boutade pour dire qu'en réalité, les Français attendent autre chose que l'amertume de Jean-Luc Mélenchon quant à la dernière élection présidentielle. Et puis, c'est un peu étrange de vouloir finalement l'alliance avec les socialistes et de commencer par insulter ceux qui sont supposément ses partenaires. Oui, c'est assez paradoxal. Vous disiez, il est au-dessus de tout ça. Il trône un peu en majesté au-dessus de la gauche. Je suis le premier de cordée, dit-il dans l'interview. Il a pas chopé un peu la grosse tête, Mélenchon? Mais il trône pas seulement au-dessus de la gauche. Aujourd'hui, c'est le deuxième titre de la manchette de l'interview. Il est
peu ou prou l'opposant, et pas un opposant. Vous le consacrez opposant, plus opposant que Marine Le Pen d'ailleurs. Mais oui, parce que par sa présence, par son omniprésence. Encore une fois, Marine Le Pen, on en a parlé, je crois, ici la semaine dernière. Il y a eu son rendez-vous de la semaine dernière. Il a fait à peu près 15 lignes dans les journaux et dans les télévisions et sur les réseaux, vous nous le direz. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le constat qu'on peut faire, c'est que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui, et quand Laurence disait à juste titre qu'il y a une espèce de face-à-face et de tête-à-tête, ils se nourrissent l'un et l'autre, aussi parce qu'ils bénéficient de l'absence, de la déliquescence du Parti Socialiste. C'est facile de parler du zoo. De toute façon, au Parti Socialiste, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, et la droite a par ailleurs ses propres problèmes et sa propre déliquescence. Donc aujourd'hui, il est le seul. Donc, il est au-dessus, il est au-delà, il se vit, en tous les cas. Je ne sais pas si ça durera pendant très longtemps, mais en tous les cas, aujourd'hui, et je pense que c'est parti pour durer, pour qu'il soit le leader de cette opposition qui dépasse la gauche. C'est comme ça que vous le voyez aussi, Laurence? Alors, vous disiez, est-ce qu'il a la grosse tête? Bon, en tout cas, dans ce face-à-face, le mimétisme, je trouve, est quand même assez fort. Parce que là, par exemple, il est allé bouder sur les îles. Et d'ailleurs, il fait comme Macron, il dit « je suis le maître des horloges, vous faites la fête du moche ». C'est moi qui décide le temps médiatique et c'est moi qui décide… voilà. Et même là, dans la détestation des journalistes, il y a plein de parallélismes. Mais il assume et il dit « nous sommes les deux opposants ». C'est-à-dire que quand vous dites qu'il est le meilleur ennemi, en tous les meilleurs ennemis, en tout cas, c'est comme ça qu'il veut installer la confrontation. C'est ce qu'il dit dans vos colonnes. Et il profite de ce vide. Eugénie? Oui, je pense qu'il ne faut pas être dupe aussi, que ça sert énormément Emmanuel Macron d'avoir comme opposant principal Jean-Luc Mélenchon, et notamment… Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Jean-Luc Mélenchon est un épouvantail anti-système comme Marine Le Pen, qui a très peu de chances d'accéder au pouvoir, et ça l'arrange énormément d'avoir un opposant aussi finalement caricatural et aussi qui fait aussi peur, parce que Jean-Luc Mélenchon fait peur à énormément de Français. Et d'ailleurs, le problème, le Venezuela a énormément coûté aussi à Jean-Luc Mélenchon dans sa capacité, dans sa crédibilité. Et d'ailleurs, dans l'interview à Marianne, il tient bon, il ne lâche rien. Les mots sont extrêmement durs à l'encontre de l'opposition vénézuélienne. C'est très intéressant parce que c'est très très dur. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne lâche rien sur le Venezuela? C'est parce que son logiciel idéologique, qui est celui du populisme de gauche, provient directement du chavisme, via Chantal Mouffe et Herrera, qui ont écrit leur livre sur le populisme sud-américain. Il est dans ce logiciel-là, donc s'il noie le Venezuela, il noie finalement toute son idéologie. Le marqueur idéologique de gauche. Le marqueur idéologique principal, c'est vraiment de là où il vient, et c'est son exemple, Chavez. Et en plus, il ne peut pas aujourd'hui revenir, une pondération, il n'y a pas de retour en arrière. Donc il ne lâche rien là-dessus. On a insisté, enfin mes camarades ont insisté pour, il y a une part assez importante d'ailleurs sur l'ensemble, sur le Venezuela, et vous avez raison, il ne lâche rien. Il traite l'opposition vénézuélienne de nostalgique de Pinochet. Il dit que Maduro est sorti par le haut, par la voie démocratique de cette crise. Et que Leopoldo Lopez est un fasciste. Bon, il est actuellement en prison. On peut lui reconnaître une constance, pour le coup, en la matière. Est-ce que Mélenchon a raison de se croire le meilleur opposant? Est-ce qu'il a raison de répondre à Macron? Là, il y a des éléments de réponse dans vos sondages, Véronique Reissoult, et ceux qui sont publiés justement dans les pages du Figaro et qu'on retrouve dans le Figaro.fr. Avec le sondage que nous avons fait avec Odoxa, le Figaro et France Info et Dansu Consulting, en fait, c'est clairement Jean-Luc Mélenchon l'opposant pour les Français. Il n'y a même pas de débat. Globalement, comme vous le disiez, ils se répondent et c'est plutôt clair pour les Français. Sans doute, ce n'était pas dans le sondage une question sur le Venezuela, vous aurez donné raison sur le fait que voilà, au moins il y a une constance et on comprend pourquoi. Après, ce qui fait sans doute aussi son succès, c'est qu'il est très actif sur les réseaux, on en avait parlé la semaine dernière. Il continue à être très actif, mais ce qui est très intéressant, c'est que si on s'amuse à regarder sur les réseaux cette semaine, les trois opposants supposés, donc Marine Le Pen, M. Wauquiez et M. Mélenchon, ils ont à peu près les mêmes volumes. Donc on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose. Sauf que quand on regarde pour Marine Le Pen ou pour M. Wauquiez, les deux, c'est des commentaires assez factuels sur leur prise de position, sur ce qu'ils font, où ils sont, sur leur agenda. Alors que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le relais de ses propos, c'est presque des soutiens, des engagements ou des critiques fortes, mais on voit qu'en tout cas, elle fait fortement réagir. Et puis, je ne pense pas que M. Macron l'ait fait exprès, mais le sujet des feignants et cette fameuse déclaration des feignants lui a quand même sacrément rendu service. Et ça, c'est l'autre enseignement de votre sondage, c'est que les propos de Macron sur les feignants sont globalement désapprouvés par les Français. Pour 60% des Français, ils sont désapprouvés. Et après, quand on regarde ce qui s'est passé pendant les manifestations, on pouvait constater, en tout cas sur les réseaux sociaux, clairement que
pour les Français, c'était très bien de manifester, mais qu'il y avait quand même peu de chances pour que ça donne quoi que ce soit. Les uns et les autres disaient, bon, il faut manifester, mais voilà. Par contre, cette manifestation, elle s'est presque transformée en manifestation anti-feignant. C'est-à-dire qu'en fait, cet argument est devenu un sujet. Tous les pancartes, voilà. Et en fait, c'était de dire, descendons dans la rue pour dire que non, on ne peut pas dire ça aux Français. Nous ne sommes ni cyniques ni feignants. Et donc, finalement, ça a donné de la matière pour... Justement, est-ce que ça peut me remettre, selon vous, 1 euro dans la machine pour les contestations qui sont prévues la semaine prochaine, jeudi prochain, et puis la marche de Mélenchon samedi prochain? C'est le genre de déclarations et de petites phrases et de mots qui sont dévastateurs, qui sont assez proches de la stupidité politique quand même, parce que dans une phase où finalement les choses étaient relativement... C'est une erreur de la part de Macron, c'est un dérapage, vous pensez, ou c'était calculé? C'était pas écrit dans le discours, donc il a rajouté en parlant, donc c'est vraiment plus fort que lui. Oui, j'ai plutôt l'impression quelque chose qui vient du cœur. Après, il dit que c'était pas les Français qu'il visait. Enfin bon, quand on écoute son propos, c'est pas la première fois quand même. On a du mal à penser que c'était la référence dont il a expliqué a posteriori. Ça a été efficace pour mobiliser les uns et les autres, c'est ça. C'est pas très agréable d'être traité de feignant. J'ai entendu Eugénie critiquer Macron. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la revue Limite, où on critique le capitalisme financier, le libéralisme et on promeut l'écologie. Quand Mélenchon critique, justement dans l'interview de Marianne, la modernité, la marchandisation généralisée et réclame le temps long ou l'harmonie avec les cycles de la nature, ça doit vous plaire, non? D'ailleurs, il dit quelque chose de très intéressant. Il y en a certains à droite qui s'érigent contre la marchandisation de tout, et notamment du vivant. Il a bien raison. Et d'ailleurs, il y a une droite antilibérale qui existe et qui a un courant... Je veux dire, le libéralisme a été inventé par la gauche, rappelons-le. Et donc il a raison là-dessus, et je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, le succès de Jean-Luc Mélenchon, il ne descend pas du ciel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vraie contestation populaire des excès du libéralisme, et les gens ne sont pas spontanément d'accord avec les réformes de Macron sur le marché du travail, et toute cette espèce toutes ces réformes pour faire entrer la France dans le nouveau monde. Il y a quand même une vraie contestation dans tous les pays d'Europe, pas seulement en France. On a vu Podemos en Espagne, en Grèce, Syriza. Donc il y a une vraie inquiétude, parce que les sociétés occidentales sont de plus en plus inégalitaires. Thomas Piketty l'a montré très très bien dans ses travaux. Il y a des inégalités croissantes, et Emmanuel Macron ne semble pas répondre à cette angoisse-là, à cette espèce de peur de déclassement et cette montée des inégalités. Donc le ressort idéologique de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas du tout juste communicationnel. Il appuie sur quelque chose de profond qui est une angoisse économique. Et il appuie également sur certains ressentiments à gauche. Jean-Baptiste Emergent, qui suit les réseaux sociaux, qui les scrute toute la journée, l'a bien constaté. Il y a une guerre donc à gauche. Elle est dans les médias, dans les partis, sur les réseaux et le web. Vous avez compté les points toute cette semaine et vous avez sélectionné les meilleurs épisodes de cette guerre. Quels sont les derniers épisodes de la série? Le match a été très intéressant quand même. On a eu une manifestation mardi où effectivement il y avait des fainéants dans tous les sens. Et effectivement, ça a récupéré un petit peu ces dérapages, qu'on a pu qualifier de dérapages. Et puis il y avait aussi naturellement sur les réseaux sociaux beaucoup de tweets et beaucoup de Facebook Live sur ce sujet. Alors moi j'ai un petit peu regardé comment avaient réagi certains comptes Twitter de gauche par rapport à ces déclarations et aux interviews de Jean-Luc Mélenchon. Je suis allé sur le site de Marianne où j'ai vu que Alan Keane disait que le problème est que Mélenchon a raison sur l'analyse, mais pas sur les solutions. Et il n'y a que lui pour faire opposition à Macron qui du coup avance dans du beurre. Et effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Eugénie, par rapport à... Oui, c'était tout au quotidien, mais c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, qui est, il y a un positionnement, et en fait, il est utile. Mélenchon est utile. J'ai continué un petit peu sur les anti-mélenchonistes avec San, qui pense surtout que Jean-Luc Mélenchon rêve d'un mélenchonisme autoritaire et réagit quand Jean-Luc Mélenchon dit que Macron rêve d'un libéralisme autoritaire. Donc ça, forcément, ça fonctionne. Et ensuite, je suis allé voir d'autres comptes Twitter qui s'identifient comme à gauche. José, notamment, qui dit dans sa biographie qu'il est de gauche et de gauche dure, et il a aussi la dent dure. Et il dit dans les catégories fainéant, cynique et extrême, je dirais que Mélenchon est des trois à la fois. On peut y ajouter Guignol, s'interroge-t-il. Donc il va assez fort. Il est vache, parce que quand même, on peut dire que Mélenchon, il y a une chose qui n'est pas, c'est feignant. Non, mais en tout cas, non, on ne peut pas dire effectivement, il n'est pas fainéant. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, effectivement, il était très présent, on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Et justement, Alain Camilleri, qui réagit aussi, dit avoir le cœur à gauche, lui. Mélenchon a brouté l'herbe du zoo Solferino pendant 30 ans, puis, bien gras, s'est évadé pour se vautrer dans la fange de la jungle populiste. Ah, c'est beau. D'ailleurs, il dit qu'il est au peuple plus qu'à gauche. Il n'utilise plus le mot gauche, c'est ça qui est très intéressant, il utilise le mot peuple, et ce qui est vraiment la révolution du populisme. Patrick Buisson avait conseillé à Nicolas Sarkozy, il me semble.
Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il se renvoie le vieux monde à la figure. C'est celui qui basculera dans le vieux. L'un et l'autre se renvoient à Macron. On dit que c'est l'un et l'autre se renvoient le vieux monde. Et celui qui aura gagné, c'est celui qu'on fera basculer dans le vieux monde. Oui, c'est l'idée de. Oui, c'est ça. Parce que l'idée que Macron n'est pas le moderne, c'est lui le moderne. En fait. Oui, mais il dit nous sommes les deux faces du dégagisme. Et donc il y en a qu'un qui restera à la fin. Et c'est celui qui ne sera pas celui du vieux monde. D'ailleurs, ce côté un peu théâtral, j'ai un dernier tweet de Trinity qui dit Martinez, snob Mélenchon, qui tape sur Hamon, qui court avec Martinez et Mélenchon. Manque plus que l'amant dans le placard et on a du Fédo. Et c'est exactement ça, c'est un jeu comme ça où ils se répondent. Un couple qui peut durer mais qui fait du mal, voilà. Et avec Laurence, vous pourrez écrire la suite de la pièce. En tweet. Merci beaucoup Jean-Baptiste, ça fait beaucoup réagir. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup réagir, je pense que on va le voir sur les forums du Figaro, c'est la PMA. C'est l'actualité d'ailleurs cette semaine, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est en tout cas l'annonce mardi de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme. Alors, à gauche, on applaudit, comme à Marianne, l'édito de Renaud Dely, aujourd'hui. Et à droite, par contre, on est embarrassé, en tout cas, quand on s'appelle Gérard Larcher, et on l'écoutera ensuite, Jean-François Coupet. Mais d'abord, on écoute le président du Sénat, un peu embêté ce matin. C'est un sujet grave qui touche des femmes qui pour certaines, ne peuvent pas avoir d'enfants, et donc on ne le traite pas comme ça, au fil. Deuxièmement, on ne peut pas se réoffrir un espèce de débat clivant dans notre société. Laurent Wauquiez, par exemple, reprend à son compte la thèse de Sens Commun qui dit PMA égale GPA. Est-ce que vous mettez le signe égal entre les deux ? Vous savez, Jean Leonetti disait l'allocation des ventres, c'est grave. Donc je crois que ça n'est pas la même chose, même si je ne méconnais pas une certaine porosité. Alors, on a du mal à connaître la réponse de Gérard Larcher et on a également eu du mal à comprendre celle de Jean-François Copé ce matin sur France Info. On l'écoute. Moi, je pense que sur ce sujet, il faut évoluer. Et donc, pour ma part, je ne m'y opposerai pas. En revanche, je fais une différence très ferme et très claire par rapport à la GPA, la gestation pour autrui, dont le terme même montre bien que là, il s'agit de la marchandisation des corps, dans ce cas-là, de plus abject. Alors justement, Guillaume Tabar, ce matin dans le Figaro, dit que précisément l'évolution avec la PMA ouverte pour toutes, c'est qu'on n'est plus dans une évolution, mais on est dans un changement qui conduira inéluctablement à la GPA. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ce qui est intéressant, c'est, on parlait de vaudeville tout à l'heure, l'histoire du peuple de droite est celle d'un immense et permanent cocufiage, puisque les dirigeants de droite passent leur temps à se renier et à tromper en fait les gens qui leur ont fait confiance, puisque les personnes qu'on vient de voir, Gérard Larcher, mais aussi on pourrait citer Valérie Pécresse, Jean-François Copé, étaient à la Manif pour tous au premier rang, ils se montraient devant les caméras. Et sur ces questions-là, vous continuez à nous poser vos questions et à donner vos réactions. Et on les a vus renier progressivement leur conviction. Et en fait, on a vraiment le sentiment d'une droite qui a la remorque de la gauche et qui finalement ne fait qu'avoir un train de retard. C'est-à-dire qu'une fois que le mariage pour tous est voté, 2 ans après, on dit qu'on est pour, la PMA, etc. Et donc il y a ce sentiment d'une spirale inéluctable et d'une droite qui finalement n'est qu'une gauche plus lente et qui finalement ne fait que arriver un peu plus tard sans avoir de véritables convictions ancrées et permanentes. Et c'est assez catastrophique, je pense, pour l'image que se font les gens à droite. Après, on peut dire que c'est compliqué, on peut dire que ce sera difficile de revenir dessus, mais de dire qu'on a changé d'avis et qu'on change d'avis parce que c'est une évolution inéluctable, c'est quand même assez dangereux. Et comment les gens peuvent croire ensuite qu'on va dire non à la GPA, puisque ces gens-là qui disent on est contre la GPA aujourd'hui, disaient qu'ils étaient contre la PMA hier. Donc, quelle crédibilité? Alors, Véronique Reissoult, avant de continuer le débat, vous sentez quand même dans les réseaux une fracture entre, comme le sous-entend Eugénie Bastier, une fracture entre le sommet et la base à droite sur ces questions-là? Oui, le sujet, il est de regarder aussi les volumes, parce qu'en fait, on utilise des outils comme Talkwalker, par exemple, qui sont des outils qui vous permettent de mesurer le volume et de regarder aussi où on en parle. En fait, quand on a un débat de société, on en parle plutôt sur Facebook. Et pour le moment, les volumes sur Facebook sont encore assez limités. Quand on n'est que sur Twitter, tous les Français ne sont pas dessus, même si c'est passionnant, très drôle. Et voilà. Il y a Vincent qui est sur le chat qui nous disait tout à l'heure à propos de Mélenchon, le drame, c'est d'être trop égocentrique et trop agressif envers les électeurs qui lui sont récalcitrants, il fait peur. Maintenant, on attend sa réaction sur la PMA. Et donc voilà, on va dire que sur les forums aussi, c'est un lieu où vous avez des débats de société. C'est-à-dire
qu'on peut se parler, on échange, il y a des arguments, etc. Ce que j'ai pu constater en regardant depuis les déclarations de Madame Schiappa, on s'aperçoit que finalement, d'abord parce que c'est elle qui l'a dit, je suis désolée, mais en règle générale, ses propos étant parfois confus et ses annonces nombreuses, les internautes mais là, elle a été assez claire. On peut quand même reconnaître Jean-Jacques Bourdin qui l'a appelé à clarifier son annonce. Mais en fait, derrière, ils attendent de savoir, voilà, est-ce que ça va vraiment être un sujet au-delà d'une déclaration de la ministre, mais on ne sent pas encore un débat de société, on ne sent pas encore qu'on est reparti pour les discussions qu'il y a eu au moment de la manif pour tous, où là, c'était vraiment des débats profonds, il y avait vraiment une société qui s'était divisée en deux, au sein de même famille, on s'apercevait qu'il y avait des débats lourds, en particulier sur Facebook ou sur les forums. Là, pour le moment, c'est une discussion, mais on est encore dans un registre de commentaires, il n'y a pas des débats vraiment de fond. On n'est pas dans l'engagement. Ça vous paraît bien, le débat que Gérard Larcher appelle de ses voeux avec de Coutille? Oui, je trouve que la façon dont c'est... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat et de polémique? Parce que je trouve qu'on a suffisamment, en tous les cas moi, critiqué Emmanuel Macron tout à l'heure, pour trouver que la façon dont est posé les termes du débat est assez apaisée. D'une part, c'était une promesse de campagne, c'est-à-dire que personne ne peut être surpris aujourd'hui que les choses arrivent. Ça a été dit et claironné. C'était quelque chose qui était assez clair durant la campagne. On ne peut pas dire qu'il présente ça en cachette. De l'autre côté, il a dit qu'il ne voulait pas quand même rouvrir le débat. Non, mais il y a quelque chose qui a été dit très important. Et par rapport à une opinion de droite, c'est de couper de façon très claire, d'une part de dire on ne va pas faire ça dans la précipitation, on en parle aujourd'hui et ce sera dans la loi bioéthique de l'année prochaine, et puis d'être très clair sur la GPA. En disant, on est absolument clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et déjà, et je termine simplement là-dessus, ce que dit Guillaume Tabar dans son édito, c'est aussi pour ça qu'à partir de ce moment-là, et simplement un mot pour répondre à Eugénie tout à l'heure, c'est qu'il y avait une partie de la droite qui est allée à la manif pour tous et ensuite la défaite de Sens commun à la présidentielle, mais qui était sur des positions plus opportunistes que des positions de conviction fondamentale. Et pour rebondir sur ce que vous disiez là où c'est habile, c'est que le seul mot qui ressort beaucoup associé, c'est le mot justice sociale, qui n'était pas forcément un mot qui était associé dans les débats au moment sur la PMA. Laurence Chat. Moi, je dirais plutôt que si le débat n'émerge pas, c'est que quelque part, il est interdit. Finalement, il est extrêmement difficile de s'exprimer sur ce sujet sans être immédiatement catalogué soit conservateur, ce qui est supportable par certains, ou d'être rangé dans la fachosphère, ou d'être qualifié d'homophobe, ce qui est moins supportable. Pour ce qui est conservateur, au Figaro, on arrive. Il y a certains qui l'assument. Oui, non, évidemment, je plaisante là-dessus, mais je veux dire, voilà, en tout cas, immédiatement, l'argumentation est assez difficile, et parfois elle est douloureuse, parce qu'il n'y a pas de raison. Normalement, si ce sujet n'était pas finalement truffé de tabous, il devrait être possible de s'interroger sur l'intérêt de l'enfant à être privé de père ou de mère, au moins sur le point symbolique. Ce débat devrait être possible, de même que celui des femmes à porter un enfant pour le compte de tiers. Parce que vous posiez la question, évidemment que c'est immédiatement la question qui suit derrière, puisque l'argument qui est le plus souvent avancé, c'est la justice sociale. Si on se place du point de vue du désir de l'adulte, de l'égalité, de la non-discrimination, évidemment qu'au désir de deux femmes d'avoir un enfant succède le plaisir de deux hommes d'avoir un enfant. Ça me paraît absolument mathématique, et d'ailleurs tout le déroulement des dernières années a montré que ce mouvement était inéluctable. Après, si ce débat est interdit, on voit qu'effectivement les positions, voilà, effectivement, Jean-François Copé a changé d'avis. Alors, était-il sincère, ou l'est-il hier, l'est-il aujourd'hui? Quelque part... Vous avez peut-être une idée quand même sur la question. Non, mais ce que je constate, c'est que finalement, je ne suis pas sûre que ce débat ait lieu, et on ne peut que le regretter. Alors, ça devrait être rassurant si l'Élysée veut un grand débat, justement. Par ailleurs, il va falloir un débat, parce que de toute manière, on ne sait pas comment concrètement cette loi va être mise en œuvre. Il y a des problèmes très concrets qui se posent. Par exemple, l'article 312 du Code civil, je crois, qui parle de la présomption de paternité dans le cadre d'un mariage, c'est-à-dire quand la femme tombe enceinte, on considère que c'est le père qui est marié avec la femme qui est le père, par présomption. Jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par test ADN, par exemple. Là, comment on va faire? Est-ce qu'on va réécrire la présomption de paternité en présomption de parenté? Ça, c'est un vrai débat. Ou est-ce qu'on va faire encore, on va instituer une filiation symbolique? Il y a la question de l'anonymat des donneurs qui est vraiment très très importante. Est-ce qu'on va continuer à faire de l'anonymat des donneurs? Si on ne le fait plus, il n'y aura plus du tout de gamètes, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a des vraies questions de mise en œuvre même de cette mesure qui n'est pas évidente et qui va créer des vrais débats. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que je voudrais dire un mot à Laurence, mais que le fait qu'il n'y ait pas de précipitation
qu'on annonce rend le débat possible, en tous les cas. C'est pour ça que je ne comprends pas bien, Laurence. Le débat, il est interdit. Mais il est interdit où? Il n'est pas interdit au Figaro, il n'est pas interdit à Marianne. Le débat, est-ce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas débattre? Marianne, là, non, mais normal, c'est le problème du débat. Le problème, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent plus débattre aujourd'hui? Et là, ça renvoie plutôt à des gens de droite qui finalement ont renoncé. Mais je trouve que le débat, on a débattu pendant des années autour du mariage pour tous. On ne peut pas dire que j'ai du mal à considérer que le débat est interdit aujourd'hui. On ne peut pas nier qu'il y a une diabolisation de l'adversaire. Même l'édito de Renaud Dely dit qu'en gros, les quelques illuminés, les illuminés qui s'opposent à ça, qui sont vraiment des espèces des ringards qui n'ont rien compris au sens de l'histoire, ce n'est pas respecter l'adversaire. C'est pas ça qui interdit le débat. Non, mais ça n'interdit pas le débat, mais il y a une dévalorisation de l'adversaire. Et un éditorial qui fait qu'on peut avoir des positions. En général, il y a quand même une espèce de ringardisation de l'adversaire et l'idée qu'il y aurait un sens de l'histoire inéluctable et que de toute façon, cette opposition n'est pas légitime. Il y a une délégitimation de l'adversaire. Je ne dis pas qu'elle est partout, mais elle est quand même très très visible. Et la contestation, y compris virulente, d'un contradicteur n'interdit pas nullement, ô combien et heureusement, au contradicteur de s'exprimer autant et aussi bien qu'il veut. J'ai eu l'impression que ça existe à peu près partout, et Dieu merci, heureusement. Non, parce qu'on est dans ce débat qui tout de suite devient passionnel. Dès qu'un argument est avancé, le ton monte, et du coup, on arrive à... On ne va pas refaire ça parce qu'on va cliver la société. Et du coup, on referme ce débat et on n'aborde pas les vraies questions. Bon, vous savez, moi j'ai plutôt l'impression. privé justement des questions. J'ai plutôt l'impression. Il y a un terrorisme intellectuel, c'est certain. Et d'ailleurs, la droite, aujourd'hui, si elle recule, c'est parce qu'elle a peur et qu'elle est tétanisée d'être traitée de réactionnaire et de conservatrice. C'est pour ça que les principaux dirigeants de droite reculent sur ce sujet. C'est peut-être aussi parce que ce débat, malgré tout, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est ouvert et qu'il continue. C'est pas un débat qui est simplement qui va être ouvert parce que Marlène Schiappa a annoncé une promesse de campagne. C'est pas quelque chose. Moi, je suis juste frappée par il existe depuis longtemps. Le nombre d'intellectuels, d'anthropologues, de psychologues, de juristes. On en a interviewé beaucoup dans Figaro, mais ailleurs aussi. Et pas seulement de droite, mais aussi des gens de gauche. Aujourd'hui, on a fait une interview de Nathalie Yannick, qui est une sociologue qui est plutôt classée à gauche, qui alarme sur les conséquences de la PMA. Cette espèce de il y a une vraie mobilisation intellectuelle d'experts et qui ne se reflète pas du tout sur le plan politique, dans la classe politique. Et en fait, tout va de soi, comme s'il n'y avait aucune opposition intellectuelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on le refasse vraiment, qu'on consacre vraiment 1 heure à cette question-là. Je ne voudrais pas me faire que Laurence me reproche d'interdire le débat, mais je voudrais qu'on aborde un dernier point, puisque c'est les journées du patrimoine ce week-end. Alors, vous pouvez aller à Montmartre avec une visite exceptionnelle. Vous retrouverez un homme qui s'appelle Philippe Brinas-Cody et il fait visiter la butte comme personne. C'est une idée de visite pour les journées du patrimoine. Et puis, si vous n'avez pas le temps d'y aller et de le faire avec lui, vous retrouvez la vidéo. Elle est sur Figaro Live, comme une autre vidéo du Sénat que vous allez voir. Laurence, j'imagine qu'on retrouve tous les détails, tout ce qu'il faut visiter dans le Figaro.fr. Absolument. Il faut aller sur le Figaro.fr et regarder notre carte interactive également pour découvrir près de chez vous les lieux insolites à Paris en province. Bon, au risque de tomber d'être fidèle à une caricature qu'on fait du système médiatique, en peu de temps, je voudrais qu'on aborde une question fondamentale, c'est que ça va être un succès. On redécouvre les racines, les endroits d'habitude fermés au public. Mais est-ce que derrière cette fête, il y a pas un vrai problème, c'est la disparition, voire la destruction du petit patrimoine qu'on ne peut plus financer. C'est ce qu'a révélé au milieu de l'été Claire Baumler, qui est spécialiste du patrimoine au Figaro, et elle explique qu'il y a énormément de patrimoine, de châteaux, de villas qui sont aujourd'hui à l'abandon, détruites parce qu'il n'y a plus d'argent pour les financer et que les collectivités ne peuvent plus les financer. Et ça va s'empirer avec la destruction, avec la disparition de la taxe d'habitation qui finançait justement les impôts locaux. Génie. Oui, je crois que c'est un vrai problème et comme je le disais, je ne sais plus qu'il y avait cette expression en disant que le patrimoine c'était vraiment le pétrole de la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pétrole mais on a du patrimoine, c'est ça, c'est vraiment c'est non seulement un legs du passé mais c'est aussi un apport énorme pour la France, notamment pour le tourisme, enfin pour tout ce que le cadre qu'est la France aujourd'hui et je pense que ce qu'il faudrait faire, et il y a beaucoup de gens qui le proposent d'ailleurs, c'est de vouer vraiment le ministère de la Culture à la protection, à la préservation, à la conservation du patrimoine, que ce soit quasiment une des missions essentielles, voire même exclusive du ministère de la Culture, qui a un budget exponentiel d'année en année et qui en consacre une grosse partie à l'encadrement de la création artistique. Donc, et peut-être qu'il faudrait un peu moins en consacrer à la création artistique, notamment au spectacle vivant, et un peu plus sur le patrimoine qui a besoin d'être entretenu et préservé, parce qu'il me semble que c'est quand même la mission principale aujourd'hui du ministère de la Culture. Je vois Éric de Couty faire l'amour. Non, parce que l'idée de encore une fois, de principe de vase communicant, on va enlever au théâtre vivant pour mettre au patrimoine, je pense que ça, je trouve ça
Bon, on va dire que c'est dérisoire. Mais en revanche, la question du patrimoine, je ne suis évidemment pas un spécialiste de beaucoup de choses, en l'occurrence de ça, mais que la question de la disparition du patrimoine est une vraie question. Mais en revanche, je suis à peu près certain que ce n'est pas en prenant l'argent au théâtre vivant qu'on sauvera le patrimoine. Journée patrimoine, c'est un grand phénomène de schizophrénie collective, en fait. Parce que pendant 2 jours, les Français, des dizaines de millions de Français, se précipitent dans tous les monuments historiques, ils font des heures de queue, ils se passionnent, on fait des reportages à n'en plus finir, et je vous garantis que sur le Figaro.fr, on va avoir des taux de lecture. Figaro Live sera en direct du Crazy Horse. Absolument. Et que dès le lendemain, dès le lundi matin, on va de nouveau se plonger dans la repentance, la question sur racine par racine, qu'on va recommencer à vendre nos châteaux chinois et à mettre nos églises aux enchères sur eBay. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est la repentance, mais ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux, là, on n'en parle pas. Si on regarde, avant l'émission, j'ai regardé, on n'en parle pas. Il est certain que pendant ces journées, on va énormément en parler et que les uns et les autres vont se féliciter et partager ces expériences. Et à peu près certain que lundi matin, on n'en reparlera plus. Alors, il y a quand même des initiatives. Acheter un château, par exemple, comme on l'a vu en Dordogne. Rapidement, un lieu que vous conseillez peut-être à visiter, un coup de cœur. Les lieux de pouvoir et puis le théâtre Montpensier à Versailles qui vient de refaire une beauté. D'accord. Véronique Reissoult. Une idée d'un Danso Consulting, puisqu'on parle de... Oui, est-ce que c'est du patrimoine? Le patrimoine des entreprises. Beaucoup d'endroits, mais j'inviterai à tous les Parisiens à être des touristes dans Paris, aller dans des endroits et se promener, parce que le patrimoine, il est sous notre nez. Alors, moi, j'ai fait une seule fois dans ma vie les journées du patrimoine. Je suis allée à l'Assemblée nationale il y a 8 ans. Et ça m'a donné, ça m'a dégoûté de la politique à vie. Et du coup, je conseille quand même l'Assemblée nationale, c'est une belle visite. Oui, il y avait la mairie de Paris. Moi, j'avais fait, ça ne m'avait pas dégoûté pour autant, mais ça m'avait fasciné. Moi, je vous recommande le château Benauge, près de Bordeaux, avec des animations médiévales. Les bénévoles ont travaillé tout l'été pour mettre au point des jeux médiévaux et peint des planches de chevaliers de princesse. Il y a la buvette qui est comprise, formidable. Ou le château de Chalais, où vécut Talleyrand, repris par l'imitateur Yves Lecoq, avec animation en costume. Un grand merci à vous, un grand merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès lundi, cette fois-ci, avec Guillaume Roquette. Merci, bon week-end sur Figaro Live.